Avez-vous une vision du concept de l'art qui rejoint celle des autres, ou bien exprimez-vous une autre façon d'interpréter l'art en fonction de votre propre expérience et de votre propre sensibilité? C'est difficile de définir ce qu'est l'art avec exactitude. Pour certains, c'est la recherche de la beauté, pour d'autres, c'est un langage universel, un miroir de la société ou encore une expression intime de soi. En vérité, chacun a sa propre vision de l'art, nourrie par son vécu et sa sensibilité, et c'est justement cette diversité d'interprétation qui fait la richesse de l'art. Non pas en imposant une vérité, mais en ouvrant un espace de dialogue et de partage. Le mot art, qui vient du latin ars ou artis, qui signifie savoir-faire ou technique. L'art peut se définir comme l'ensemble des activités humaines destinées à exprimer des idées, des émotions, une vision du monde ou une sensibilité, à travers des formes, des gestes, des sons ou des représentations symboliques. Il ne se limite pas à la création d'objets esthétiques, il cherche tout autant à communiquer qu'à susciter une réaction, qu'elle soit émotionnelle, intellectuelle, spirituelle ou simplement sensible. Aujourd'hui, le terme désigne principalement les formes d'expression créative, telles que la peinture, la sculpture, la musique, la danse, la littérature, le cinéma et même le jeu vidéo. Mais l'art ne se limite pas aux disciplines dites classiques, il se renouvelle, évolue et s'ouvre à de nouveaux médiums. Ainsi, la bande dessinée et le manga trouvent aujourd'hui leur place comme expression artistique à part entière, mêlant narration, esthétique et symbolisme. C'est dans cette perspective que l'on peut citer l'un des mangas les plus emblématiques des 35 dernières années, une œuvre qui dépasse largement les codes classiques du shonen pour s'imposer comme une véritable création artistique, avec ses personnages aux poses extravagantes et ses références directes au monde de la mode, à la peinture ou à la musique, créant un pont unique entre la culture populaire et l'univers plus large de l'art. Oui, vous l'aurez deviné, je parle bien sûr d'Hirohiko Araki et de son œuvre culte, JoJo Bizarre Adventure. Un manga qui ne se contente pas de raconter une histoire, mais qui façonne un univers artistique à part entière, intemporel et fascinant. Ohayo gozaimasu, ici Crazy Nassim Bizarre. Plongeons aujourd'hui dans un art qui est à la fois élégant, excentrique, mais aussi chargé d'émotions. Un art dont la vision a profondément à la fois marqué, mais aussi influencé la culture visuelle contemporaine. J'ai envie de vous parler aujourd'hui de l'art d'Hirohiko Araki à travers JoJo Bizarre Adventure. Je pense que je ne vous apprends rien en disant qu'Hirohiko Araki, l'auteur de JoJo Bizarre Adventure, est un véritable amateur de haute couture. Cette fascination transparaît dans son œuvre, elle s'exprime autant dans le choix méticuleux des vêtements que dans l'attention aux textures, ou encore dans la matière dont il conçoit le corps et le mouvement. Puisant son inspiration chez les grands couturiers comme dans la mode contemporaine, Araki a fait de son univers un pont naturel entre manga et haute couture. Jusqu'au jour où les grandes maisons de luxe commencent à s'intéresser au talent et au savoir-faire d'Araki. Parmi elles, Gucci, l'emblématique marque italienne fondée en 1921 à Florence par Guccio Gucci. En 2011, une collaboration inédite voit le jour entre Gucci, le magazine de mode féminin Spur, et Hirohiko Araki. L'objectif, organiser une exposition consacrée à la réouverture d'une boutique Gucci au Shinjuku Takano Building à Tokyo, célébrant le 99e anniversaire de la maison italienne ainsi que le 25e anniversaire de JoJo Bizarre Adventure. L'événement prit place au 3e étage du Shinjuku Takano Building, avec en point d'orgue l'exposition Rohan Kishibe Goes to Gucci. Dès l'entrée, les visiteurs pouvaient découvrir plusieurs peintures et illustrations signées Araki, ainsi que les 16 planches originales du one-shot dérivé de son œuvre. L'exposition proposait également une sélection de produits Gucci inspirés de ceux visibles dans la bande dessinée et une impressionnante statue grandeur nature de Rohan Kishibe, offrant une immersion totale dans l'univers du mangaka. Le one-shot Rohan Goes to Gucci a été écrit et illustré par Araki pour le numéro spécial d'octobre 2011 du magazine de mode féminin Spur. L'histoire met en scène Rohan Kishibe, personnage emblématique de Diamond in the Breakable, qui se rend à Florence avec le sac souvenir de sa grand-mère. Mais ce sac cache un pouvoir mystérieux, celui de faire disparaître des objets de valeur. Intrigué, Rohan décide alors de visiter l'usine Gucci en périphérie de Florence afin de percer le secret de cet étrange accessoire. Enthousiasmé par cette collaboration ambitieuse, Araki y consacre une note dans l'une des pages du magazine dans laquelle il écrit « Je suis honoré, c'est une véritable aventure dans l'inconnu. Je me suis retrouvé à devoir produire un manga sur la célèbre marque Gucci. Essayer de trouver un moyen d'aborder ce sujet était une véritable énigme. Mais j'ai ensuite pensé à Rohan. Il est donc apparu juste après le sujet et est vraiment capable de se déplacer partout dans n'importe quelle circonstance pour son travail. Ce qui est vraiment pratique. Lorsqu'il est devenu le protagoniste, l'histoire est venue d'elle-même. J'ai essayé de lui faire tenir le sac traditionnel de la marque et de porter certaines des créations de Frida Giannini tout en respectant les détails au mieux de mes capacités. Je remercie également le choix courageux du magazine Spur. » Cette première rencontre entre Gucci et Araki n'était pas un simple coup d'essai, car 2 ans plus tard, les deux univers se retrouvent pour une seconde collaboration, cette fois directement avec la directrice de création de Gucci, Frida Giannini. Ensemble, ils mettent en lumière la collection croisière 2013 de la maison italienne, mêlant l'esthétique graphique d'Araki à l'univers raffiné de Gucci. L'objectif était de créer des vitrines spéciales dans plus de 60
70 boutiques Gucci à travers le monde, notamment à Florence, Tokyo, Hong Kong, New York, mais aussi à Paris. Ces installations mettaient en avant des illustrations issues de la deuxième bande dessinée collaborative, Jolene Fly High with Gucci, offrant ainsi une immersion unique dans l'univers d'Araki au cœur des boutiques de la maison italienne. Le deuxième one-shot, Jolene Fly High with Gucci, écrit et illustré par Araki pour le numéro de février 2013 du magazine Spur, met en scène Jolene Kujo, héroïne de Stone Ocean, accompagnée de plusieurs personnages de Bento Leo, tels que Bruno Bucciolati, Leonea Bacchio et Polpo. Alors qu'elle est en transit à l'aéroport, Jolene rencontre une petite licorne mystérieuse, porteur d'un message émouvant de sa mère disparue, mêlant ainsi l'univers fantastique de Jojo à l'élégance de la maison Gucci. D'ailleurs, la couverture du numéro de Spur, incluant le one-shot, a été réalisée par Araki lui-même. Elle met en scène le mannequin néerlandais Svea Klosterhoff, adoptant un style évoquant celui de Jolene, aux côtés d'un dessin de fermeture éclair laissant apparaître des fleurs, une référence subtile au pouvoir de Bucciolati. Fort de son succès avec Gucci, Araki poursuit en 2017 son incursion dans l'univers de la mode de luxe en collaborant avec Bulgari, une autre grande maison italienne, démontrant une fois de plus que son univers graphique et son sens du style s'adaptent parfaitement au code du luxe contemporain. Cette collaboration mettait en lumière une collection Bulgari spécialement imaginée par Araki autour du stand de Kira Yoshikage, Killer Queen, proposant une gamme d'accessoires élégants inspirés de l'univers de Jojo Bizarre Adventure. La collection fut exposée à l'Istan Shinjuku du 1er au 7 novembre 2017 et inclut également une illustration spéciale mettant en scène Yasuo Hirose et Yukako Yamagishi, deux personnages emblématiques de la série. Mais l'intérêt pour l'univers d'Araki ne se limite pas aux maisons italiennes, l'auteur a également collaboré avec l'horloger japonais Seiko, prouvant que son influence dépasse les frontières de la mode traditionnelle et touche différents secteurs du design de luxe. La première collaboration a eu lieu en avril 2013 avec le lancement d'une série de 7 montres inspirées des personnages principaux de Jojo Bizarre Adventure Bento Leo. Chaque montre possédait un design unique reflétant le caractère du personnage et son stand, comme par exemple l'absence du chiffre 4 sur celle de Mista. Au dos, une gravure rendait hommage à Coco Jumbo. La seconde collaboration s'est déroulée en novembre 2019 avec une nouvelle série de montres, cette fois directement inspirée de l'anime de Jojo Bizarre Adventure Golden Wind, confirmant la continuité du partenariat entre Araki et l'horloger Seiko. À travers ses multiples collaborations avec des maisons de luxe italiennes comme Gucci et Bulgari, mais aussi avec l'horloger japonais Seiko, Araki a démontré que son univers graphique pouvait se fondre avec élégance dans le monde de la haute couture et du design. Son sens du style, son attention aux détails et sa créativité ont permis de transformer ses personnages en véritables icônes esthétiques au-delà du manga. Ainsi, l'œuvre d'Araki agit comme un pont unique entre culture pop japonaise et luxe contemporain, influençant artistes et designers à travers le monde. Depuis ses débuts dans le Jump, Hirohiko Araki s'est toujours démarqué par un style singulier, mêlant élégance, excentricité et sens aigu de la mise en scène. Ce raffinement ne doit rien au hasard, véritable cinéphile, Araki puise une grande partie de son inspiration dans le monde du cinéma, influencé par des films aussi bien occidentaux que japonais, et transpose dans son œuvre une vision artistique empreinte de rythme, de tension et de composition digne des plus grands réalisateurs. Marqué par le cinéma des années 70 et 80, Hirohiko Araki puise son inspiration dans une époque où les genres explosent à l'écran. Des aventures épiques et road movies à la Indiana Jones de Steven Spielberg, au drame criminel comme Le Parrain de Francis Ford Coppola, en passant par la science-fiction horrifique et intense d'Alien de Ridley Scott. Araki s'inspire ouvertement de ces classiques, tant pour la mise en scène que pour le visuel. Les icônes du cinéma de cette période, notamment Arnold Schwarzenegger et Sylvester Stallone, figures emblématiques du culturisme et des blockbusters d'action, ont profondément influencé son approche des héros, forts, courageux et musclés, à la perfection presque sculpturale digne d'Apollon. Cette influence se retrouve particulièrement dans les 3 premières parties de Jojo Bizarre Adventure, avant qu'Araki n'oriente ses personnages vers un style plus fin, élancé et androgyne. C'est à travers ces influences cinématographiques qu'Araki crée un véritable pont entre l'univers de Jojo's Bizarre Adventure et le 7ème art. Cette admiration pour le grand écran l'a conduit à rencontrer plusieurs réalisateurs et cinéastes, offrant ainsi une occasion unique de présenter son œuvre dans un dialogue direct avec le monde du cinéma. Par exemple, en juillet 2004, Hirohiko Araki a eu l'occasion de rencontrer Sam Raimi, célèbre réalisateur américain connu pour la série Evil Dead, la trilogie Spider-Man, ainsi que des films comme Darkman, A Simple Plan ou Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Leur rencontre a eu lieu lors d'une interview conjointe pour l'édition japonaise de Playboy à l'occasion de la promotion de Spider-Man 2. Durant cet échange, ils ont discuté de nombreux aspects du cinéma, allant de la technique de réalisation à la narration, en passant par des thèmes comme la romance tragique. Raimi a salué le travail d'Araki, exprimant son admiration pour le dynamisme et l'originalité de son art, tout en soulignant les différences frappantes entre les bandes dessinées américaines et japonaises en termes de clarté et de style. Ressentez-vous une différence entre le manga japonais et les comics américains ?
Les comics américains ont tendance à avoir trop de détails, ce qui leur donne un aspect très chaotique. Je trouve que le manga japonais est un peu plus clair dans ce qu'il cherche à exprimer. Il est très simple et élégant par nature. Du point de vue de l'histoire, les comics s'adressent à un public assez limité. Je trouve merveilleux que le manga prenne en compte un public beaucoup plus large et implique de nombreuses personnes. La CGI devient de plus en plus présente dans les films, cependant, il sera très difficile d'adapter un manga tant que le médium n'utilisera pas davantage de plans larges. Vos œuvres sont très dynamiques, Araki. Je pense qu'elles ont une originalité extraordinaire. Le fait que les films les influencent est une bonne chose. Ces jours-ci, je m'intéresse davantage aux personnages et aux histoires elles-mêmes. Je commence aussi à comprendre comment la technique peut être utilisée comme outil d'expression. Vraiment ? Étant moi-même scénariste, je suis assez fan de la romance tragique, qui était un aspect important de ce que j'aimais dans Spider-Man. Cela aurait été formidable si à la fin de Spider-Man 2, vous avez fait quelque chose comme le lauréat de 1967, où Mary Jane serait une mariée qui se fait enlever. C'est une très bonne idée, et peut-être la verrez-vous dans Spider-Man 3. En septembre 2012, à l'occasion du 25e anniversaire de JoJo's Bizarre Adventure, célébré dans le magazine Jojo Menon, Araki a rencontré à Los Angeles l'une des figures les plus emblématiques du cinéma américain, Clint Eastwood. L'auteur a longtemps été inspiré par ses rôles cultes de Le Bon, la Brute et le Truand et pour une poignée de dollars de Sergio Leone à Dirty Harry de Don Siegel, en passant par Gran Torino réalisé par Eastwood lui-même. Ses performances ont profondément marqué Araki et lui ont servi de modèle pour créer le légendaire Jotaro Kujo, l'un des personnages phares de son œuvre. Lors de cette entrevue, Araki a offert à Eastwood un portrait représentant Jotaro posant avec Iggy devant le mont Fuji. Après lui avoir remis le dessin, il a timidement demandé si l'acteur pouvait reproduire la pose. À sa grande surprise, Eastwood a accepté avec enthousiasme, prenant soin de reproduire fidèlement l'angle de la tête pour correspondre au dessin et réalisant ainsi la pose emblématique de Jotaro Kujo. Araki et Eastwood ont eu l'occasion d'échanger directement, partageant un moment privilégié entre l'auteur et l'icône du cinéma. J'aimerais vous donner une brève explication du dessin que j'ai apporté aujourd'hui. Son nom est Jotaro et le chien est Iggy. Pourquoi l'avez-vous appelé Jotaro ? C'est une chose générationnelle où je mets Joe devant le nom de chaque personnage principal. Je vois, cela a du sens. Jotaro et Iggy ont tous deux des capacités surnaturelles. Celle de Jotaro lui permet d'avoir des mouvements à grande vitesse, mais il ne parle pas beaucoup et ne bouge pas beaucoup. Ces caractéristiques ont été influencées par vous, Monsieur Eastwood. Et comme je suis venu du Japon pour vous offrir ce dessin, j'ai décidé de dessiner le mont Fuji en arrière-plan. C'est merveilleux, donc Jotaro et Iggy, hein ? Les objets représentant le mont Fuji sont généralement considérés comme très chanceux. Je serais très heureux si vous acceptez ce dessin en cadeau. Merci. Certains gars avec qui je jouais au golf à l'époque me disaient toujours « Il vaut mieux avoir de la chance que du talent ». L'œuvre d'Hirohiko Araki a déjà connu plusieurs adaptations live-action. On peut notamment citer le film JoJo's Bizarre Adventure Diamond in the Breakable, chapitre 1, réalisé par Takashi Miike et coproduit par Warner Bros. Japan et Toho. Sorti au Japon le 4 août 2017, il propose une adaptation un peu maladroite de la quatrième partie de JoJo, avec des effets de stand réussis et un rendu global appréciable pour un budget de 226 316 000 yens, dont environ 1,28 million d'euros.スタンドを攻撃されるとお前も死ぬぞ。早くそいつを引っ込めろ。どうやって？攻撃開始。Il existe également une adaptation live-action de la mini-série Ainsi parlait Kishibe Rohan, tirée de la quatrième partie de JoJo's Bizarre Adventure Diamond in the Breakable, mais indépendante du film de Takashi Miike de 2017. La série suit Rohan Kishibe, un mangaka célèbre, arrogant et excentrique, cherchant à refléter la réalité à travers son manga Pink Dark Boy, mêlant drame surnaturel et suspense. Réalisée par Kazutaka Watanabe, elle a été diffusée sur NHK de décembre 2020 à mai 2024. Deux films basés sur la mini-série ont également été produits, Rohan no
Louvre, sorti au Japon le 26 mai 2023 et adaptant le one-shot créé par Araki pour le musée du Louvre, et At a Confessional, sorti le 23 mai 2025. L'œuvre d'Hirohiko Araki illustre parfaitement le dialogue entre manga et cinéma, où chaque plan, chaque posture et chaque intrigue reflète son amour pour le grand écran. Ses rencontres avec des icônes comme Sam Raimi ou Clint Eastwood témoignent de l'influence directe du cinéma sur sa création et de la reconnaissance de son art au-delà du Japon. Les nombreuses adaptations live-action de JoJo's Bizarre Adventure prolongent cette passerelle, permettant à son univers singulier de toucher de nouveaux publics tout en conservant son style unique. Dans les deux premières parties de cette vidéo, nous avons découvert l'amour qu'Hirohiko Araki porte à la mode, à la haute couture et au cinéma. Deux univers contradictoires mais qui ont profondément façonné sa vision artistique et nourri l'esthétique singulière de son œuvre. Pourtant, Araki ne s'arrête pas là. Attisé par la curiosité, il explore d'autres domaines qui stimulent son imagination et enrichissent son style, et parmi ses passions vient désormais le tour de l'art. Un art qui ne considère pas comme un simple décor, mais comme une véritable source d'inspiration, une mine inépuisable pour sa créativité. Admirateur des sculptures et des peintures de la Renaissance façonnées par de grands maîtres tels que Michel-Ange ou le Caravage, Araki nourrit une profonde fascination pour le corps et la mise en scène dramatique. Ses formes visuelles, à la fois puissantes et expressives, ont profondément influencé son art. On y trouve la structure anatomique inspirée de Michel-Ange, les postures pleines de tension, les contrastes saisissants de lumière et d'ombre, ainsi que cette intensité émotionnelle qui habite chacune de ses compositions. Araki puise aussi son inspiration dans les couleurs irréelles du peintre français Paul Gauguin, célèbre pour ses teintes vives, ses formes épurées et son univers symbolique et exotique. Il reprend cet usage audacieux de la couleur pour donner vie à des planches flamboyantes et contrastées. Comme Gauguin, il rejette le réalisme au profil d'une esthétique émotionnelle et symbolique, baptisant un monde à part, personnel, presque mythologique, que l'on retrouve au cœur de JoJo's Bizarre Adventure. Cet engouement pour l'art ne se limite pas à ses planches, il trouve également un écho dans le monde réel, puisque ses œuvres ont déjà été exposées dans de prestigieux musées et galeries, au Japon comme à l'international, soulignant ainsi le pont entre l'univers de JoJo et l'art contemporain. Voyageons à travers la France, ce pays où l'art, la littérature et les cafés parfumés de croissants et de baguettes façonnent tout le charme du quotidien. C'est en 2003 que Paris ouvre ses portes à l'œuvre d'Hirohiko Araki à la galerie Odermatt Vedovi avec l'exposition JoJo à Paris, vibrant au cœur du patrimoine artistique de la capitale. Et bien sûr, on peut presque entendre notre Jean-Pierre National, fier et charmeur, déclarer « Mesdames, observez bien, c'est ici que l'élégance et le style atteignent leur apogée, tout comme moi !» Ravi de vous l'entendre dire, alors chaudement. Je suis impatient comme un petit jeune homme. J'ai toujours rêvé de céder à la magie de l'Égypte et des Égyptiennes. Il a l'air intact en apparence, seulement j'ai peur que les dégâts causés par notre combat soient plus importants dans sa tête. Son cerveau et ses hormones ont l'air de se contredire. L'exposition s'est tenue du 10 au 30 avril 2003 et présentait plus de 40 œuvres originales liées à JoJo's Bizarre Adventure, de Phantom Blood à Stone Ocean. Araki lui-même était présent lors du vernissage, marquant la première fois qu'il exposait publiquement ses œuvres en dehors du Japon. Il se rendit alors compte que même ceux qui n'avaient jamais lu son manga pouvaient apprécier son art, comme en témoignent une petite fille et un vieil homme venus le féliciter pour son travail. Choisir la France n'était pas un hasard, selon lui, c'était un pays où ses mangas n'étaient pas encore célèbres, mais où l'art était profondément respecté et estimé. Je vous invite d'ailleurs à découvrir un reportage français consacré à l'interview d'Araki à l'occasion de cette exposition, disponible en 2 vidéos que vous pourrez retrouver dans les liens de la description si le sujet vous intéresse. Il faut savoir que ce n'était pas la dernière fois qu'Hirohiko Araki exposait en France. En 2009, le mangaka a été invité au musée du Louvre à l'occasion de l'événement Le Louvre invite la bande dessinée, organisé pour célébrer la collaboration entre les éditeurs français La Collection du Louvre et Futuropolis. Lors de cette exposition, une série de bandes dessinées françaises originales, de mangas japonais et de comics américains a été présentée à Paris du 22 janvier au 13 avril 2009, offrant une rencontre unique entre culture graphique et patrimoine artistique. L'événement était organisé par Fabrice Douard, directeur adjoint du département des publications des collections du Louvre, et Sébastien Gnadig, directeur éditorial de Futuropolis. L'exposition a ensuite été rouverte pour le public du 28 janvier au 28 février 2010. Pour cette collaboration, Araki a créé un one-shot basé sur la série dérivée Who Spoke Kishibe Rohan, plus connue sous le nom de Rohan au Louvre. 2 planches originales de cette histoire ont été présentées au Louvre lors de l'exposition. Le one-shot a ensuite été publié dans l'Ultra Jump entre le 19 mars et le 19 mai 2010 en 3 parties, et a même fait l'objet d'une adaptation cinématographique en prise de vue réelle que j'avais mentionnée dans la partie consacrée au cinéma. L'histoire suit Rohan, âgé de 17 ans, qui rencontre une mystérieuse jeune fille nommée Nanase, laquelle lui parle de la peinture la plus sombre jamais réalisée avant de
disparaître de sa vie. 10 ans plus tard, Rohan décide d'enquêter sur ce tableau, découvrant qu'il est dissimulé au plus profond des archives du Louvre. Bien qu'une équipe de recherche l'accompagne, ce que cache réellement le tableau relève de liens et de mystères que personne ne peut surmonter. Il est à noter que Rohan au Louvre est le premier manga de la collection de bandes dessinées éditée par les éditions du musée du Louvre, soulignant ainsi l'importance de l'art d'Araki et sa reconnaissance par une institution prestigieuse. De plus, une interview inédite d'Hirohiko Araki relatant sa rencontre avec le musée du Louvre a été publiée dans le magazine du numéro de juin 2010 de l'Ultra Jump. Tout d'abord, pouvez-vous nous dire comment vous en êtes venu à vous impliquer dans ce projet? Tout a commencé à la suite d'une conversation que j'ai eue avec Akiya Takahashi alors que je l'aidais pour son exposition au musée d'Orsay. Il m'a dit qu'il avait entendu parler de l'offre par l'intermédiaire d'une entreprise de presse et c'est ainsi que je me suis impliqué. Qu'avez-vous pensé lorsque vous avez entendu parler de l'offre du Louvre pour la première fois? Je me sentais honoré, mais en même temps, c'était trop beau pour être vrai. Je me suis dit, vraiment le Louvre? Les mangas japonais ne viennent pas à l'esprit lorsqu'on pense au Louvre. Mais quand j'ai découvert que l'offre était vraie, je me suis senti honoré. Je suis également reconnaissant envers toutes les personnes des journaux qui ont servi d'intermédiaire à moi, même s'ils n'avaient vraiment aucune incitation à le faire. Qu'avez-vous ressenti en exposant pour la première fois vos œuvres devant la bande dessinée française? En tant que l'un des rares artistes japonais à présenter leur œuvre, j'ai senti que je devais leur donner un aspect japonais distinct. C'est pourquoi j'ai eu l'idée que cela se passe au Japon et qu'il se déroule au Louvre, en reliant les deux endroits. Que pensez-vous de l'exposition de vos peintures au Louvre? Je suis en admiration. Le Louvre est un endroit où même Gauguin et Picasso n'ont pas pu entrer, car ils n'exposent que des œuvres prémodernes. C'est vraiment un honneur d'avoir mon art exposé au même endroit que la Joconde et la Vénus de Milo. La rencontre entre Jojo et le Louvre n'était qu'un prélude. Des années plus tard, Araki fera de nouveau résonner son art non plus à Paris, mais au cœur du Japon, là où la tradition dialogue avec la modernité. Un lieu tout trouvé pour un artiste qui transcende le temps, mêlant passé, présent et imaginaire. En 2012, une exposition intitulée Hirohiko Araki, Jojo Exhibition 2012, s'est tenue pour la première fois à Sendai, au Japon, du 28 juillet au 14 août, où l'auteur présenta une série d'œuvres d'art célébrant le 25e anniversaire de Jojo's Bizarre Adventure. Par la suite, l'exposition ouvrit de nouveau ses portes au Mori Art Center Gallery de Tokyo du 6 octobre au 4 novembre 2012. On y découvrait plus de 100 illustrations minutieusement sélectionnées, retraçant l'évolution du style d'Araki à travers les différentes parties de la saga, de Phantom Blood à Steel Ball Run. 5 ans plus tard, Araki revient avec une nouvelle exposition d'envergure, Hirohiko Araki Jojo Exhibition Reapers of Adventure, qui se tient d'abord à Tokyo en 2017, puis à Osaka et Nagoya en 2018, à Nagasaki en 2020 et enfin à Kanazawa en 2022, cette dernière ayant initialement été prévue pour 2020 mais reportée en raison de la pandémie de Covid-19. L'exposition rassemblait plus de 300 œuvres originales réalisées par Araki, retraçant son évolution artistique. Son titre Reapers of Adventure évoque le Hamon ou l'onde, une technique ancestrale provenant des deux premières parties de Jojo's Bizarre Adventure. Enfin, l'auteur a été récemment invité à exposer ses œuvres à San Francisco dans le cadre de l'exposition Art of Manga qui s'est tenue du 27 septembre 2025 au 25 janvier 2026 au Daeyoung Museum. Cette rétrospective présentait plus de 700 dessins originaux de mangaka influents, parmi lesquels Araki, Ichiro Oda et Rumiko Takahashi et bien d'autres. Parallèlement au Minnesota Street Project, une exposition complémentaire montrait pour la première fois 9 lithographies inédites et 9 œuvres lenticulaires créées par Araki en collaboration avec Shueisha Manga Art Heritage. Cette double exposition constitue une étape majeure dans la reconnaissance internationale de l'œuvre d'Araki, soulignant son influence croissante au-delà du Japon. De la mode et du cinéma à l'art contemporain, Hirohiko Araki a su puiser dans de multiples univers pour façonner l'esthétique unique de Jojo's Bizarre Adventure. Ses œuvres, exposées dans des institutions prestigieuses du Louvre à San Francisco, témoignent de l'influence grandissante du manga dans le monde de l'art. Plus qu'un simple auteur, Araki apparaît aujourd'hui comme un véritable artiste capable de transcender les frontières culturelles et temporelles. L'influence de l'art d'Hirohiko Araki dépasse largement le cadre du manga et séduit autant les artistes que les célébrités du monde entier. On peut citer des figures comme par exemple l'acteur et danseur américain Alton Mason qui a rendu hommage durant le Met Gala 2025 à l'œuvre d'Hirohiko Araki en arborant une tenue directement inspirée du personnage de Giorno Giovanna et mentionnant que Jojo's Bizarre Adventure est l'un de ses animes manga préférés. Mention aussi à Megan Thee Stallion, grande admiratrice de la série, a quant à elle porté une tenue à l'effigie de Bucciarati lors des Crunchyroll Anime Awards 2024 avant d'apparaître en Jolin Kujo dans les rues d'Osaka au Japon. De son côté, Billie Eilish a affiché son affection pour Jojo's Bizarre Adventure en posant avec une tenue illustrant Joe et The World dans un style rappelant Jolin Kujo lors d'une séance photo en 2019. Même des créateurs de jeux vidéo tels que Hideo Kojima, Hideki Kamiya, Masahiro Sakurai ou Kazuma Kaneko ont reconnu l'influence d'Araki dans leur approche artistique.
D'ailleurs, je vous invite également à aller visionner une des vidéos dans laquelle j'ai abordé le sujet concernant les influences de Jojo à travers le jeu vidéo. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker dans la description de la vidéo. Et pour finir, juste dans la musique, son empreinte se ressent. Michel Polnareff lui-même s'est amusé à se reconnaître dans son homonyme de la série, Jean-Pierre Polnareff, en partageant une photo du personnage de lui affublé de ses lunettes iconiques. Ça vous la coupe, pas vrai, les majorettes, hein? Bon voilà, ce fut la fin de la vidéo, en espérant que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas les gens, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus pour la vidéo, hein. Ça me soutiendrait énormément et ça me ferait énormément plaisir. Ça me poussera du coup à toujours vous proposer des vidéos qualitatives de ce genre. N'hésitez pas également à commenter si vous voulez intervenir concernant une thématique ou un sujet qui concerne la vidéo. N'hésitez pas aussi à partager ma vidéo à vos proches ou à des fans de Jojo qui sont intéressés concernant ce sujet. Et puis pour ceux qui découvrent ma chaîne, donc je vous invite du coup à vous abonner si vous êtes intéressés, hein. On fait de tout concernant le jeu vidéo, concernant les sujets de Jojo. Donc n'hésitez pas à vous abonner du coup, ça me ferait énormément plaisir, ça me soutiendrait, vous êtes le bienvenu. Donc voilà, ce fut la fin les gens, et juste n'oubliez pas que l'arc d'Araki, c'est une hymne à l'humanité et à l'extravagance. Je termine sur ces belles paroles, prenez soin de vous et arrivederci.